Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures du journal de ce soir. Les titres de ce journal. Pour les actualités nationales, au Palais du Peuple s'est tenu l'atelier de lancement politique national genre pour la période 2023-2030. Vers un partenariat de recherche à long terme sur l'adaptation climatique et le développement durable. Et enfin, pour les actualités internationales au Soudan, les défis des réfugiés soudanais à la frontière avec l'Égypte. Les détails dans ce journal. Le journal au complet, mesdames et messieurs, je vous disais dans le titre, c'est une journée marquée d'une pierre blanche, un pas vers l'équité dans notre société. Ce matin, le Palais du Peuple a abrité une cérémonie qui a porté sur la présentation de la politique nationale genre 2023-2030. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, l'organisation de cet événement au Palais du Peuple a été rehaussée par, outre les membres du gouvernement, le haut du panier de l'administration, des femmes cadres du monde privé, des femmes entrepreneurs, femmes des organisations onusiennes, mais aussi les femmes de la société civile. Initié par le ministère de la Femme et de la Famille, appuyé par le Fonds des Nations Unies pour la population et l'Union, mais aussi l'Union européenne, la politique nationale genre pour la période 2023-2030 constitue un cadre d'orientation nationale en matière de promotion du genre. En effet, cette politique se veut un cadre de concertation et de dialogue pour assurer un développement humain durable et équitable. Par ailleurs, sa mise en œuvre efficace de cette politique nationale du genre va permettre une meilleure protection des droits des femmes par rapport à leur chance d'accéder notamment à une formation de qualité, à des emplois sans discrimination, à des prestations de santé pour tous, à l'eau potable partout et pour tous, à la paix, à la sécurité et enfin à la protection sociale équitable. Il convient de rappeler que 10 ans après l'adoption de la politique nationale du genre 2011-2021, une nouvelle politique nationale du genre sera mise en place pour les années 2023-2030. Cette nouvelle PNG permettra de répondre au mieux aux enjeux sociaux actuels dans une dynamique de coordination de politiques et programmes visant à garantir les droits de la femme. Sur cette base, elle devrait être considérée comme un cadre de référence et d'orientation pour l'action du gouvernement et de ses partenaires. Ces orientations stratégiques ont été prioritisées afin d'accompagner l'action publique au regard de la Djibouti Vision 2035 et de ses orientations et objectifs stratégiques du plan national de développement à Djibouti, ici, ainsi que des ODD à l'horizon 2030. Développement durable. Le FNUAP, en tant qu'organisme des Nations Unies spécialisé dans les questions de population et de santé reproductive, considère que la promotion de l'égalité des sexes est essentielle pour atteindre ces objectifs. En soutenant donc cette politique genre transformative, le FNUAP reconnaît également l'importance d'autonomiser les femmes et les filles. L'autonomisation des femmes est une composante essentielle du développement durable, car elle favorise la croissance économique, la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé et de l'éducation, ainsi que la participation politique. On écoute les extraits des interventions du chargé d'affaires de l'Union européenne et du coordinateur résident du système des Nations Unies. Cette étape, Madame la Ministre, est très importante et c'est l'occasion pour le gouvernement de faire le bilan de sa politique passée en termes de transformation sociale et de mettre en place une nouvelle politique nationale du genre 2023-2027 avec le but d'ajuster les nouveaux objectifs en fonction des acquis et des nouvelles réalités du monde. Les ODD, pour 2030, il y a un ODD, comme c'était mentionné pour les collègues de la présentation avant, le ODD 5 qui parle sur l'égalité des sexes. Et si on regarde les engagements qu'on a tous signés, tous les États du monde ont signé pour arriver à 2030, il y a plusieurs engagements que je vais partager avec vous. Il dit, par exemple, mettre fin dans le monde entier à toutes les formes de discrimination contre les femmes. Il dit éliminer toute forme de violence faite contre les femmes ou les filles. Ça inclut l'exploitation sexuelle, ça inclut aussi la mutilation génitale féminine, que je sais qu'une pratique qu'à Djibouti, nous sommes très engagés pour éliminer et nous sommes en train d'avancer très vite. Il dit aussi garantir l'accès des femmes à toute égalité en fonction des directions, à tous les niveaux de décision, dans la vie politique et économique. On s'est engagé aussi à dire qu'on va assurer l'accès à tous les soins de santé sexuelle et procréatifs.
que toutes les femmes peuvent décider combien d'enfants veulent avoir, combien des enfants et quand veulent avoir ces enfants. Et dernièrement, on dit aussi, très important, que toutes les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. On écoute à présent un extrait de l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille, son Excellence Madame Mona Ousmane Adem. Cela, elle est porteuse à la fois des espoirs et des soucis nouveaux qui nous habitent toutes et tous dans un monde qui fait de plus en plus face à l'impact du changement climatique et aux crises sanitaires et économiques. Ainsi, et même si elle confirme dans son contenu les objectifs universels de toute politique du genre tels que la lutte contre les inégalités, l'autonomisation, le renforcement de leur leadership, la préservation et le développement de leurs droits fondamentaux, ainsi que leur protection contre les violences basées sur le genre, cette politique ne se fixe pas moins des nouveaux objectifs. S'inscrivant en pleine transition démographique, elle se propose de tirer le plus grand bénéfice de la dividende démographique. Elle se focalisera de ce fait sur les changements sociaux qu'elle pourra impulser ou accompagner. Considérant donc la nécessité de répondre également aux besoins pressants de la femme rurale, aux services sociaux de base et aux revenus décents, cette nouvelle politique visera le renforcement des capacités des femmes en résilience face au changement climatique. Mesdames et messieurs, le souci de suivre l'exécution du plan stratégique de cette nouvelle politique nous a fait obligation de rechercher les formules les plus appropriées et les plus indiquées dans notre contexte national. Au titre d'un pilotage vigilant, nous préconisons la mise en place d'un Conseil national consultatif pour l'égalité des chances femmes-hommes qui se réunira de façon régulière. Au titre de la coordination et de la réalisation des synergies entre partenaires, nous mettrons en place le groupe des partenaires pour la promotion du genre, rassemblant les départements ministériels, les partenaires techniques et la société civile et privée. Mon département assurera en outre le rôle logistique dans le cadre du suivi éval de l'exécution à l'échelle centrale et régionale. Elle fournira régulièrement et pour la première fois l'indice de l'évolution de la condition féminine tel que préconisé par la Commission de l'économie africaine et accepté par Djibouti en 2012. Et enfin, la mobilisation des ressources se fera à travers plusieurs mécanismes. Premièrement, les fonds de promotion du genre propres au pays, issus du budget national, les fonds des partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les donateurs. Et en deuxième lieu, les lignes de crédit qui seront inscrites dans les plans régionaux et communaux. Nous allons écouter à présent le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, qui a énuméré les points sur cette politique nationale de genre. Aujourd'hui, je tiens à féliciter chaleureusement Madame la ministre de la Femme et de la Famille pour son travail remarquable dans l'élaboration de cette nouvelle politique nationale du genre 2023-2027. Je suis convaincu que cette politique consolidera les avancées déjà réalisées et contribuera à accomplir de nouvelles afin de construire un pays ancré dans l'évolution de notre temps, tout en veillant à ne laisser personne de côté. Mesdames et messieurs, la nouvelle politique du genre s'inscrit dans la continuité de la stratégie nationale d'intégration de la femme djiboutienne dans le développement de la politique nationale du genre 2011-2021, en plus de porter les valeurs mises en avant par ces documents. Cette politique bénéficiera également des progrès accomplis et des objectifs nationaux en matière du genre énoncés dans le nouveau plan de développement Djibouti ici. De plus, elle s'appuiera sur l'immersion désormais irréversible de Djibouti dans le monde du numérique. Comme le souligne souvent le chef de l'État, la relation entre genre et le numérique nous permettra d'accélérer les progrès à tous les niveaux, de la conception des projets et programmes de leur mise en œuvre, en passant par leur suivi et évaluation. Je tiens à citer à titre d'exemple la récente inauguration de la
plateforme numérique dédiée à la gestion des informations sur les violences basées sur le genre. Cette plateforme apporte déjà des solutions rapides au cas des violences prises en charge et renforce la coordination des efforts de tous les acteurs impliqués. S'agissant de l'éducation, le nombre important atteint par les femmes djiboutiennes nous oblige à leur offrir l'accès à tous les métiers sans distinction entre professions masculines et féminines. Autre actualité de ce journal, le ministre de la Justice et des Affaires pénitentiaires chargé des droits de l'homme, son Excellence M. Ali Hassan Bahdan, s'est rendu dans la matinée d'hier aux figures de proue du paysage judiciaire national décédé mardi 16 mai 2023 en France. Plusieurs responsables de la justice, dont le procureur général de la République, M. Jama' Suleiman Ali, ainsi que des magistrats sénégalais venus participer au rituel religieux suivant le décès du président de la Cour suprême de Djibouti, ont également signé le registre des condoléances. Icône du paysage judiciaire djiboutien, le défunt Abdurrahman Cheikh Mohamed a longtemps exercé les fonctions éminemment importantes de procureur de la République avant d'accéder à celle encore plus en vue du président de la Cour suprême. En marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, les ministres des Finances de Djibouti, de l'Éthiopie, du Kenya, de la Somalie et du Soudan du Sud et le représentant de l'Érythrée ont tenu aujourd'hui la 17e réunion ministérielle de l'initiative pour la Corne de l'Afrique en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine du développement. La réunion a été co-présidée par son Excellence Ahmed Shideh, ministre des Finances de l'Éthiopie, et Mme Marie-Laure, vice-présidente de la BAD pour le développement régional, l'intégration et la prestation de services. Les objectifs de cette réunion étaient d'échanger sur les opportunités d'un plus grand engagement du secteur privé et de recevoir des mises à jour sur diverses questions et défis relatifs à l'initiative. Ils ont accueilli et approuvé la demande de l'Allemagne de rejoindre officiellement l'initiative et comptent avec impatience sa pleine application dans celle-ci, conformément au cadre de participation de l'initiative Corne de l'Afrique pour les nouveaux partenaires au développement adopté le 30 juin 2022. Ils ont noté que ces dernières propositions nécessitent un financement important qui pourrait dépasser les 2 milliards de dollars américains, ce qui nécessitera de porter l'enveloppe globale de financement envisagée pour l'initiative à près de 18 milliards de dollars américains. Ils ont demandé aux partenaires de développement de discuter, d'examiner et de développer davantage ces propositions, y compris le cas échéant en préparant des profils de projets supplémentaires. L'avancement de ces travaux sera examiné lors d'une prochaine réunion ministérielle. Ils ont souligné avec satisfaction que les travaux relatifs à l'élaboration d'une feuille de route visant à soutenir les zones frontalières progresse en partie grâce au financement fourni par l'intermédiaire du fonds fiduciaire multidonateur. Les efforts de mobilisation se poursuivent également. Le total des ressources financières approuvées atteint à 4,8 milliards de dollars avec une réserve supplémentaire de projets d'une valeur de 3,4 milliards de dollars en cours d'examen pour un financement concessionnel dans le cadre de l'enveloppe prioritaire. Cette réunion s'est clôturée par la signature de la route de Djibouti-Loya-Ada-Zeila-Borama pour sa première tranche grâce au financement de 90 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement. On écoute à présent un extrait recueilli auprès du ministre Ilyas Moussa Dewale. La concrétisation d'un travail de longue haleine. Nous venons de signer la première phase du corridor Nagad, Loya Adda, Borama, qui va continuer vers l'Éthiopie également, en allant jusqu'à Kalabed, et nous permettre de faire l'intégration de la première partie entre le nord de la Somalie, la Somaliland, et Djibouti. Mais nous avons également d'autres projets qui vont également créer les conditions d'intégration entre le Kenya et la partie sud de la Somalie, en l'occurrence Kismayo, mais également de créer toutes les conditions d'interconnexion entre la Somalie, le Kenya, l'Éthiopie, Djibouti, mais également le Sud-Soudan. C'est un projet qui a pu se faire
grâce également vraiment au partenariat exemplaire avec la Banque africaine de développement, en l'occurrence sur ce corridor, mais également avec tous les autres partenaires qui travaillent avec les pays de la Corne de l'Afrique dans le cadre de l'initiative de la Corne de l'Afrique, que nous venons d'accueillir également à l'occasion des assemblées annuelles Sharm el-Sheikh, l'Allemagne qui vient de nous rejoindre et beaucoup d'autres partenaires vont nous rejoindre à l'avenir. Donc merci à la Banque africaine de développement pour tout le travail qui a été fait. Merci à la qualité de la collaboration avec mon homologue de la Somalie, Dr Elmi, que je félicite également. La cérémonie de signature de l'échange de notes pour le projet d'aménagement des équipements biomédicaux aux hôpitaux de Djibouti-Ville a eu lieu ce matin au ministère des Affaires étrangères. Cette signature a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, et l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Otuka Umio, en présence du ministre de l'Éducation nationale intérimaire, du ministère de la Santé, M. Mustafa Mohamed Mahamoud. Avec une contribution de 760 millions de francs djiboutiens au profit des 4 hôpitaux, à savoir l'hôpital Chiro de Balbala, l'hôpital de Dar al-Hanan, l'hôpital de Dr Shekib Saad Omar et l'hôpital Général Pelletier. Ce projet permettra d'approvisionner en équipements biomédicaux variés dans des unités de radiographie, aspirateurs, des analyseurs. Dans le cadre de ces projets, une formation sur l'entretien de la maintenance des équipements sert à dispenser. L'objectif du projet à travers ce don en équipement, c'est de renforcer les fonctions de diagnostic et de traitement des 4 hôpitaux. L'ambassadeur du Japon, M. Otsuko, a rappelé que cette occasion, c'est profond respect envers tous les efforts déployés par le gouvernement de Djibouti. National. C'est donc avec grande fierté que le Japon apporte ses contributions à la réalisation de cet objectif à travers ce projet signé aujourd'hui, mais aussi à travers les divers cas de collaboration réalisés dans le passé et ceux en cours. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mahmoud Ali Youssouf, s'est réjoui d'avoir participé à la cérémonie de la signature d'aménagement des équipements biomédicaux aux hôpitaux djiboutiens. Voici son intervention. Ce projet ayant pour objectif le renforcement des capacités de 4 hôpitaux tertiaires djiboutiens est un don non remboursable d'une valeur de 590 millions de yens, soit environ 750 millions de francs Djibouti, qui est mise en œuvre dans le cadre de la coopération économique et sociale du Japon avec la République de Djibouti. Je tiens donc en premier lieu, Excellence Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement de Djibouti, à remercier donc le gouvernement du Japon pour cette aide qui, sans nul doute, permettra de faciliter le travail quotidien du personnel du ministère de la Santé. Et je profite de cette occasion pour noter le rôle majeur et central de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, qui organise aussi depuis plusieurs années de nombreuses formations qui s'adressent au personnel du ministère de la Santé. La santé est, comme vous le savez tous, un élément clé pour l'amélioration de la vie de la population. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement djiboutien demeure très engagé dans les efforts d'amélioration et de la promotion de la couverture sanitaire universelle sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, il est important de rappeler que le Japon reste, ces dernières années, un partenaire privilégié de la République de Djibouti à travers de nombreux projets qui touchent plusieurs domaines tels que l'éducation, la santé. Nous avons le ministre de l'Éducation qui est intérimaire aujourd'hui du ministre de la Santé, mais qui, avec la coopération japonaise également, a des projets très importants, notamment l'école fondamentale de Nassib qui sera très prochainement inaugurée. La santé, donc, est un élément central dans la coopération nippo-djiboutienne. La sécurisation des eaux territoriales djiboutiennes, comme vous le savez, le Japon fournit également des patrouilleurs, des bateaux pour que les gardes-côtes puissent être bien équipés et sécuriser la zone maritime djiboutienne. Le Japon également est très actif en matière de transport civil. Récemment, le Japon a fourni à Djibouti un 2e ferryboat qui sera rendu opérationnel après la construction des quais dans 2 ou 3 mois. Je tiens encore une fois à vous remercier
Monsieur l'ambassadeur, au nom du gouvernement de la République de Djibouti, à remercier à travers vous le gouvernement et le peuple japonais pour cette collaboration constante et ce partenariat efficace et utile. C'est une importante cérémonie de fin de formation qui a eu lieu aujourd'hui dans la région d'Arta, dans l'académie militaire interarmée d'Arta. Elle a été coprésidée par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Mohamed Omar, accompagné par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim. À son arrivée, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement a été accueilli par le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, avant d'effectuer la revue de troupes composée exclusivement du piquet d'honneur et les officiers stagiaires ayant profité de cette formation du cours des futurs commandants d'unité. Le chef d'état-major de la Défense, le chef d'état-major de la gendarmerie, le directeur général de la police nationale ainsi les hauts cadres de l'armée djiboutienne étaient également présents. Le directeur de l'AMIA, le colonel Mohamed Moumine, a dans son discours donné un aperçu sur la spécificité de cette formation. Dans son discours, le colonel Mohamed Moumine a expliqué que cette formation a un caractère exceptionnel pour sa solennité, pour illustrer la fin de formation du cours des futurs commandants d'unité qui s'est réalisée pour la première fois dans l'histoire de l'armée de l'AMIA. Encore une fois, nous sommes réunis à l'AMIA pour célébrer ensemble la fin d'une formation. La cérémonie d'aujourd'hui est pour honorer les lauréats du premier stage de cours de capitaine organisé sur notre territoire. Ce stage est le résultat d'un long processus de planification qui se conclut aujourd'hui par cette cérémonie, qui n'est en fait que la dernière étape d'un long processus qui a commencé en 2019. Ce stage est né de la volonté nationale de répondre aux besoins en formation de nos officiers. Le projet de ce stage a débuté sous forme d'une discussion pour évaluer la faisabilité. Nous avons consacré les années
2020 et 2021 pour établir le programme d'instruction qui a été soumis au haut commandement militaire fin 2021. En 2022, le commandement militaire décide alors de créer une commission pour étudier les programmes et la faisabilité du projet. Suite aux conclusions du rapport de cette commission, le stage de cours de capitaine ainsi que celui de l'application infanterie ont été créés par un arrêté présidentiel signé le 2 octobre 2022 par son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées. Après ces années de préparation et de planification, le stage a pu débuter le 28 janvier 2023 avec 8 officiers stagiaires des différents corps de l'armée des terres djiboutiennes. Pendant la durée de ces stages, l'objectif principal était de transmettre à ces officiers les compétences techniques et tactiques pour assumer en toute confiance le commandement d'une compagnie d'infanterie. Durant cette période de 4 mois, les stagiaires ont suivi principalement les cours de tactique, formation en combat interarmée et interarmes, une instruction technique, un enseignement général, une formation administrative et la formation au comportement et à l'exercice de l'autorité. Je souhaite ici, au nom de tous les militaires de l'AMIA, reconnaître la vision et le leadership du général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, sans laquelle ce stage n'aurait pas été réalisé. Compte tenu des résultats très satisfaisants obtenus par les stagiaires, le général Zakaria Cheikh Ibrahim Bor a voulu témoigner de sa satisfaction à travers une courte prise de parole durant laquelle il a donné des instructions importantes à l'ensemble d'officiers présents à la cérémonie. On écoute le général. Nous sommes une fois de plus regroupés ici à l'Académie militaire entre armées d'Arta pour marquer aujourd'hui, le 25 mai 2023, la cérémonie de clôture des premiers cours de capitaine d'infanterie. Cependant, conformément à la nouvelle doctrine militaire 2022, il a été décidé de créer à Djibouti, au sein de l'AMIA, de l'Académie militaire d'Arta, le stage d'habilitation et le cours de capitaine d'infanterie dans le cadre des programmes de renforcement et de rajeunissement de nos cadres. À ce 46e anniversaire de l'armée djiboutienne, nous devrons en effet prendre toutes nos dispositions pour atteindre une autonomie, en particulier dans le domaine de la formation militaire, pour les effectuer ici même, dans notre pays, et par nos propres moyens humains et matériels également. Amma national wari meise da waraka haro ni kasto ba wari meise waraka haro wari meine wara inaga haro war fi ana inaga haro prévu pour durée de 4 mois le cours de capitaine d'infanterie au prévu de 8 officiers ici présents et stagiaires ici des corps de formation de FAD c'est achevé avec succès. Selon le rapport de la commission d'examen, et nous sommes fiers. C'est un atout majeur de ces faits. L'armée djiboutienne vient de marquer une étape importante et mémorable dans son histoire. À ce titre, je tiens à saluer les excellents travaux de la commission chargée de la création de ces 2 nouveaux stages et féliciter le directeur de l'AMIA et l'ensemble de ses personnels pour leur effort remarquable avant d'atteindre ces objectifs. Par la suite, le président de la commission, le commandant Abdelkader Douale El-Tere, en charge de la proclamation des résultats, a aussi prononcé quelques mots avant de procéder à l'appel des lauréats. Ensuite, le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Mohamed Omar et le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont procédé à la remise des certificats pour les stagiaires qui se sont démarqués des autres lors de la phase des examens. Je me tiens devant vous aujourd'hui, jeudi 25 mai 2023, avec une immense fierté et un profond sentiment d'honneur en tant que président des commissions des examens du stage de cours de capitaine et de célébrer avec vous cette cérémonie de fin de formation ici dans l'enceinte de l'Académie militaire interarmée d'Arta.
Les examens finaux de cette formation se sont déroulés du 24 au 27 avril 2023 à l'Amiens. La moyenne de la promotion est de 13,78 et les moyennes varient entre 15,93 et 12,64. En outre, les officiers stagiaires, qui sont au nombre de 8, ont bénéficié d'un programme complet comprenant plusieurs matières riches, axées sur les compétences militaires, à savoir la tactique, l'étude du milieu, l'expression militaire écrite, le droit des conflits armés, la formation de l'exercice de l'autorité, l'angle OPS, l'OMP et le renseignement. Enfin, étant président des commissions des examens, j'ai noté, Monsieur le ministre, un bon niveau pour l'ensemble des officiers stagiaires et des résultats satisfaisants. Ensuite, c'est dans une ambiance très conviviale que le groupe folklorique Harbi conduira la suite de la cérémonie au rythme des chants et des chorégraphies militaires traditionnelles et cérémoniales. Et enfin, comme à l'accoutumée, la cérémonie s'est terminée par la traditionnelle photo de famille. saraakiisha da'yare dadaalkii tababarkiyo duruusta dhameeyey xafladda loo diyaariyo salaad idin deeqda iyo ducida naga hor iwaano Actualité à la une de ce journal. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Observateur régional de recherche sur l'environnement et le climat, connu dans son acronyme OREC, mais aussi le Centre d'études et de recherche de Djibouti, le CERD, l'ambassade de France à Djibouti, ont co-organisé dans la salle de conférence de Salam Bank hier un atelier vers un partenariat de recherche à long terme sur l'adaptation climatique et le développement durable. Ont participé à cet atelier le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed Ahmed, l'ambassadrice de France à Djibouti, Madame Dana, le directeur général du CERD, M. Jalaluddin, et le directeur de l'OREC et de nombreux chercheurs de Djibouti et de la région. Bon, à cette occasion, le directeur général du CERD, M. Jalaluddin, et l'ambassadrice de France à Djibouti se sont à tour de rôle intervenus au micro. Voici les propos. Aujourd'hui, c'est une première, véritablement, parce que c'est une première étape. Pour nous, elle est vraiment essentielle que cette réunion ait lieu, cette rencontre pendant ces 2 jours, plus une journée de terrain, que l'on échange autour de ces phénomènes qui menacent nos régions, nos pays et nos populations. Comme vous le savez, nous vivons régulièrement des événements catastrophiques. Et le problème, c'est que ces événements ont des fréquences que nous ne contrôlons plus, pratiquement. On sait que, par exemple, les sécheresses, les inondations, les précipitations qui varient dans le temps, et nos hydrologues, nos climatologues, aujourd'hui, ont des difficultés à maîtriser les ressources en eau afin que l'on puisse les planifier pour le développement.
Pourquoi l'ambassade de France est à vos côtés? C'est tout simplement parce qu'on croit à ce que vous faites. Et on a été très fiers de participer au lancement de l'OREC. Et donc évidemment, on est très fiers de voir l'OREC faire le travail pour lequel il a été mis sur les rails. C'est un petit peu notre pierre à l'édifice parce que quelle que soit la performance scientifique, quelle que soit l'excellence à laquelle vous allez chacun de votre côté parvenir dans vos études, si on ne le partage pas, si ça ne se traduit pas en politique publique, intellectuellement, il y aura de la satisfaction, mais l'impact sur le terrain ne sera pas le même. Apporter autour de vous, à construire cet écosystème que le directeur du CERD évoquait, à apporter le reste, c'est-à-dire un petit peu de financement, évidemment, c'est nécessaire, mais là, je crois que vous êtes tous devenus excellents pour ce qui est la recherche des financements, mais apporter aussi des acteurs différents que vous ne côtoyez pas au quotidien dans vos travaux. Et ça, ce sont les associations, ce sont les communautés locales, ce sont l'entrepreneuriat que le directeur a mentionné aussi, pour qu'à chaque fois qu'il y a un progrès qui est enregistré, il puisse se traduire en effet, en comportement qui nous permet ensemble d'arriver à l'atténuation des effets du changement climatique. Ensuite, le ministre de l'Enseignement supérieur et des Recherches, son Excellence le docteur Nabil Mohamed Ahmed, a prononcé un discours où il s'est réjoui de la bonne organisation de ce dernier qui permettra des réponses scientifiques au développement durable. Cet atelier compte beaucoup pour nous à Djibouti, mais également dans la région et par rapport à ce qui se passe dans le monde. Nous essayons d'apporter des solutions. Et il fait suite surtout à l'engagement du chef de l'État au mois d'octobre. Il a lancé donc l'observatoire et le lancement du sommet sur le climat. Le président de la République, à travers cette action, a voulu vraiment s'engager personnellement pour lancer un élan au niveau de la région et donner une plateforme scientifique à tous les scientifiques de la région, mais également au-delà, pour pouvoir, comme disait tout à l'heure l'ambassadrice, pouvoir travailler ensemble et le directeur du CERD, trouver des solutions pour que les scientifiques puissent nous donner des éléments de réponse à la problématique climat. Aujourd'hui, les prévisions dans le monde sont très inquiétantes, très inquiétantes, d'autant plus que vous avez entendu parler d'un Ninou. Dans les 4 années à venir, la question du climat va être de plus en plus préoccupante dans la mesure où on estime que des sauts de température, aussi bien au niveau des océans, mais également au niveau des continents. Sous le patronage du ministère des Affaires musulmanes et des biens Warf, la direction des Hajj a organisé au Palais du Peuple un atelier de sensibilisation au profit des pèlerins djiboutiens qui s'apprêtent cette année à se rendre au pèlerinage. L'objectif de cet atelier est de sensibiliser les pèlerins djiboutiens les comportements adoptés au cours du pèlerinage avant leur arrivée aux Terres Saintes. Ont été présents le directeur de Hajj et plusieurs autres responsables du ministère, ainsi que quelques centaines de pèlerins. Le MENFOP, en partenariat avec l'UNICEF, lance officiellement les activités de promotion des bonnes pratiques en termes de santé, d'hygiène menstruelle et de soutien aux filles en mettant à leur disposition des dizaines de milliers de serviettes hygiéniques réutilisables et autant de serviettes jetables. Ce programme vise à informer et sensibiliser la société civile et la population sur la santé et l'hygiène menstruelle et s'inscrit dans les nombreux programmes mis en œuvre par le MENFOP pour soutenir le maintien des filles à l'école et renforcer leur santé et leur hygiène menstruelle. Le programme couvre l'ensemble des niveaux d'enseignement dans la capitale et les régions de l'intérieur. C'est sous la houlette de Mme Mariam Mahamoud Issa, responsable du bureau genre au MENFOP, que les premières activités ont été lancées à l'école bilingue d'Arta, en présence du président du conseil régional de la région et de l'inspecteur de l'éducation nationale pour la circonscription d'Arta. Cette année, la journée mondiale de l'hygiène menstruelle est placée sous le thème « Faire de l'hygiène menstruelle une réalité normale de la vie d'ici 2030 ». Les élèves de l'école bilingue d'Arta ont présenté sketchs et des chants pour sensibiliser le public à la problématique de l'hygiène menstruelle. A noter que les activités inscrites dans le cadre de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle vont toucher l'ensemble des régions et de la capitale dans les semaines qui suivent. Lutte contre les obstacles liés à la parité des filles. Le décrochage des filles au milieu scolaire dû aux menstruations représente 30% des filles confondues collège et lycéennes et 10% des filles
primaire. Ceci cause un taux d'absentéisme élevé. Pour remédier, le MENEFOP, en partenariat avec l'UNICEF, ont mis en œuvre un projet en 2022 pour l'amélioration et la gestion menstruelle, au profit 10 000 filles issues de familles vulnérables dans les régions et dans les quartiers défavorisés en périurbain, en dotant 35 000 kits hygiéniques jetables, 20 000 kits hygiéniques réutilisables, 15 000 sous-vêtements et 5 000 savons en poudre. Une fille doit aller à l'école, rester à l'école sans se soucier de ses protections hygiéniques. Merci. Sur le centre de leadership et de l'entrepreneuriat qui a abrité en cette journée de jeudi 25 mai 2023 un atelier de discussion et de rencontre des bénéficiaires du projet PAIFG. Une belle présentation a été faite par le directeur lui-même sur les résultats de ce projet, un focus sur l'aspect numérique de l'incubation. Les rôles majeurs du secteur privé, secteur portière, comment développer et diversifier, renforcer l'écosystème entrepreneurial et stimuler le secteur privé, promouvoir l'innovation et le numérique et créer de la valeur ajoutée, telle était la mission et l'objectif de clé. L'objectif de cet atelier est de préparer la jeunesse djiboutienne aux métiers de futur en leur inculpant dès plus jeune âge l'entrepreneuriat, comme faire en sorte d'opter pour une solution au lieu de se laisser entraver par des obstacles. Finalement, l'atelier s'est clôturé par la remise des certificats honorifiques par son Excellence la ministre Mariam Hamadou Ali et M. Moubarak Mahamoud et la remise de patentes aux bénéficiaires au-delà de cohorte 3 par paire. L'événement a vu la participation du ministre de l'économie numérique et de l'innovation, le conseiller technique du MENI, le directeur des impôts, les directeurs par intérim du CLE, les jeunes nouveaux entrepreneurs ainsi que les participants des jeunes composés des filles comme des garçons. Le Congrès météorologique mondial, organe suprême de l'Organisation météorologique mondiale, tient sa 19e session du 22 mai au 10 juin 2023. Il rassemble les 193 États et territoires membres de l'OMM. Le Congrès examinera le budget et approuvera les dépenses maximales pour la période 2024-2027. L'une des principales priorités stratégiques de l'Organisation météorologique mondiale, la mise en œuvre de l'initiative d'alerte rapide pour tous et des Nations Unies fera l'objet d'un dialogue de haut niveau le jour de l'ouverture. Le Congrès examinera également les services répondant aux besoins de la société, y compris la stratégie de l'organisation pour la prestation des services et un ensemble de réglementations. Et il portera également sur la stratégie de renforcer des capacités, l'éducation et la formation et d'autres activités de renforcement des capacités. Et ensuite, il élira le président et les vice-présidents de l'organisation et les membres du conseil exécutif et nommera le secrétaire général. Le Congrès météorologique mondial est l'organe décisionnel suprême de l'organisation. Ces décisions sont mises en œuvre par tous les organes constituants de l'organisation et le secrétariat, les représentants permanents de l'organisation, généralement les chefs des services nationaux et météorologiques, font office de points focaux pour la délégation. Une préinscription en ligne via le système d'inscription en ligne de l'organisation est requise. Je vous emmène au sud du pays, dans la région de l'Unité, où la Semaine nationale de l'Unité bat son plein dans la région. Les rencontres avec les différentes couches de la société issues des régions de l'intérieur, mais aussi de la capitale, tous réunis sous un même slogan, Dikil, la mère de l'Unité, et le levier de la cohésion sociale sont organisés un peu partout dans le chef-lieu de la région de l'Unité. C'est donc sur la même lancée que les locaux du conseil régional de la région des Dikil ont abrité aujourd'hui une rencontre importante qui avait pour thème prise de conscience de la communauté sur les effets négatifs des réseaux sociaux. Cette rencontre a vu la participation de plusieurs jeunes hommes et femmes issus de la région de l'Unité, mais aussi des autres régions de l'intérieur, tous réunis afin de débattre sur l'impact négatif des réseaux sociaux.
L'objectif de l'organisation de cet atelier est de promouvoir et de pouvoir sensibiliser l'opinion publique, à savoir les blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux, sur la bonne voie à suivre sur les réseaux sociaux qui parfois devient très sensible et nuisible. Alors pour faire face à cette pandémie causée par les réseaux sociaux, le message des autorités locales à l'endroit des jeunes influenceurs et blogueurs était de se réunir autour des valeurs djiboutiennes qui ne sont nul autre que la paix, l'unité, la cohésion sociale et le bon vivre ensemble. Un avis partagé par l'ensemble des jeunes participants qui se sont tous mis d'accord pour la consolidation et le renforcement de ces valeurs djiboutiennes qui est l'identité de tout Djiboutien. Finalement, alhamdulillah, on peut dire que cette journée est une réussite, ce qui fait que cette festivité est une réussite. Nous remercions, mes remerciements particuliers partent en premier pour l'initiateur du projet, l'initiateur mais aussi président du conseil régional de Dikil, M. Mahad Hussein Drar, alias Drogba, qui est l'initiateur du projet et nos partenaires par-ci et par-là qui nous ont toujours donné. Surtout, je voulais remercier les natifs de la région de Dikil qui, par leur présence, ont contribué, par leurs moyens financiers, par leur appui logistique, par leur appui financier, par tous les moyens. Les administrateurs qui se sont déplacés de Djibouti, des hauts cadres de la région qui se sont déplacés depuis Djibouti, les sous-préfets, M. Mohamed Ahmed Abbas, qui se sont tous mobilisés pour y répondre et afin de prendre leur part pour la réussite de cette festivité. Cap vers le nord, à Tadjoura, où le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, chargé des droits de l'homme, a organisé dans la matinée de ce mercredi 24 mai 2023 au Gadile Palm Resort, dans la Ville Blanche, le lancement officiel de l'ouverture des travaux d'ateliers d'échange et de concertation sur le processus de réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Une forte délégation composée notamment du secrétaire général du ministère de la Justice, M. Maki Omar Abdelkader, le conseiller principal du ministre de la Justice, M. Mohamed Hassan, la représentante résidente du PNUD, Mme Emma, et du chargé d'affaires de l'Union européenne, a été accueilli chaleureusement par le président du conseil régional et le préfet de la région. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la justice financé par l'Union européenne et exécuté par le PNUD. Le lancement de cette retraite de 2 jours qui a eu lieu au Gadile Palm Resort s'inscrit dans la continuité des ateliers précédents pour la réforme du dispositif pénal précité. Un projet global qui entend moderniser le service public de la justice, la mise à disposition des acteurs judiciaires, des textes actualisés et des moyens d'action appropriés. Le texte proposé poursuit l'objectif d'intégrer dans le Code pénal et le Code de procédure pénale les dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux, régionaux auxquels est partie la République de Djibouti. Je compte beaucoup sur nos hommes que je vois ici, qui font partie de la justice, pour que cet atelier et ce qui va en ressortir soit bénéfique pour le pays tout entier. Et je vous remercie aussi de l'avoir tenu à Tadjoura, parce que c'est une première, et nous en remercions. Et je vous laisserai le soin de continuer et de discuter et d'une manière pénale, je veux dire. Nous allons écouter les interventions respectives de la représentante du PNUD et du premier conseiller chargé d'affaires auprès de l'Union européenne. Le travail d'aujourd'hui et celui des mois à venir affecteront donc le système judiciaire djiboutien et la vie de milliers de personnes. Et la modernisation de la justice pénale, donc nous espérons, permettront à Djibouti de s'aligner sur, à la fois de s'adapter au contexte national, mais également de s'adapter aux standards internationaux dans les domaines tels que le terrorisme, la corruption, la protection de la propriété intellectuelle, la torture, les mutilations génitales féminines, plus globalement la traite des humains, la cybercriminalité, mais également les violences sexuelles. Et tout ceci, nous le savons, fait partie donc de la vie des concitoyens et contribue, quand nous mettons les efforts qu'il faut, à la réalisation des objectifs de développement durable. L'Union européenne attache une valeur spécifique aux thématiques de l'accès à la justice et des droits de l'homme, autant sur son territoire que dans tous ses partenariats extérieurs. À travers ce programme, mis en œuvre par le PNUD, dont je remercie Emma, sa représentante ici présente,
Un travail en amont des revues des codes a pu être finalisé par des experts du secteur. Ils ont aussi produit une analyse des réformes nécessaires pour aligner le droit pénal sur les obligations internationales de Djibouti, ainsi que des meilleures pratiques en matière de droit pénal et de renforcement des droits humains fondamentaux, tels que le droit des suspects à bénéficier d'une représentation légale dès le début d'une procédure pénale, et notamment sur les délais de garde à vue. Ensuite, poursuivons avec l'intervention du conseiller principal auprès du ministre de la Justice. Je salue particulièrement la présence des représentants de la police judiciaire et du barreau, sans lesquels toute réflexion poursuivant objectif de participer à réviser un dispositif pénal serait vaine. Cette mobilisation est un devoir. En effet, le service public de la justice est l'objet, depuis quelques années, d'une réforme d'envergure. Après le code civil et procédure civile, la législation pénale datant de 1995, certes augmentée depuis lors, des lois et règlements spécifiques devraient être révisés. C'est le but que s'est fixé notre département par la mise en œuvre d'actions propres à en assurer le succès. Le programme d'appui à la justice financé par l'Union européenne est mis en œuvre avec la collaboration du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ambitionne d'améliorer la gouvernance judiciaire et renforcer la protection des droits de l'homme. Je voudrais par conséquent réitérer nos vifs remerciements au nom du gouvernement de la République de Djibouti et en mon nom personnel à leur représentation. Pour les actualités internationales, je vous le disais dans les titres, à la frontière avec l'Égypte, des familles soudanaises se heurtent à moult difficultés alors qu'elles tentent de se mettre à l'abri des combats qui font rage dans leur pays depuis plus d'un mois. Ces chauffeurs de bus soudanais observent un repos sur le parking du village égyptien de Wadi Karkar, près de la ville méridionale d'Aswan. Ils ont transporté des Soudanais fuyant la guerre qui fait rage dans leur pays depuis plus d'un mois. Plusieurs familles peinent pas à franchir la frontière en raison de nombreuses contraintes. Depuis le début des combats, le 15 avril, entre les forces des deux généraux rivaux, plus de 132 000 réfugiés sont arrivés en Égypte, a déclaré mercredi l'Organisation internationale pour l'immigration. L'exode des Soudanais sur cette route est loin de prendre fin. Les généraux Burhan et Daglo peinent encore à enterrer la hache de guerre. Le cessez-le-feu est entré en vigueur lundi soir, par exemple, et violé depuis. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.